Il faut que les gens comprennent qu'est-ce qui se passe, qu'ils agissent en conséquence pour être des bons citoyens. Or, il y a beaucoup de phénomènes. Nous prenons les conséquences et on ne cherche pas la cause. C'est comme quelqu'un qui a du palu. Au lieu de donner du climat pour le soigner, on lui donne un ferrelgan seulement pour baisser la température. Et quelques temps après, il retombe malade. Dans notre société, la plupart des jeunes, beaucoup d'intellectuels, ils ne connaissent pas leur histoire. Ils ont le même point de vue que ce que donnent les médias, souvent les médias occidentaux. Est-ce que vous savez qu'il y a des pays qui dépensent 1 milliard de dollars, l'équivalent de 1 milliard de francs CFA, uniquement pour diffuser les émissions que vous écoutez tous les matins. Avant, dès que les citoyens se réveillaient, ils prenaient Radio Mali. Qu'est-ce que Radio Mali est en train de dire? Mais jusqu'à une date récente, les intellectuels sont là. Dès que quelqu'un se lève, il branche RFI. Dès qu'il ouvre la télé, il regarde France 24. Mais il ne sait pas que derrière, on travaille son cerveau, on travaille son esprit. Ce pays-là met plus d'1 milliard de francs CFA pour ces petites émissions que vous écoutez. Vous grandissez et pour vous, la vérité, c'est ce qu'ils disent. Ils viennent négocier avec les gouvernements pour amener des antennes juste dans les villages. La vieille se lève, RFI et Réafo. Anya et France 24 là. Donc, les paroles de ces radios deviennent paroles d'évangile. BBC fait la même chose. La Voix de l'Amérique, la même chose. Est-ce que vous savez que dans la bataille idéologique que les pays se font, il y a toujours une radio orientée sur un pays qui bombarde d'images, de sons, pour travailler les esprits des gens depuis leur enfance. Et quand ils grandissent, vous entendez beaucoup de gens au Mali dire « Ah, sans la France, on compte ces fins-là. Nous ne pouvons rien sans la France. » Parce que c'est ce qu'on leur a enseigné. C'est à ceux qui croient. Je vais vous dire, le 15 septembre 1884, c'était une conférence à Berlin qu'on appelle la conférence de Berlin pour diviser l'Afrique. Et c'est terminé en février 1985. Vous savez les résolutions principales de cette réunion concernant l'Afrique, c'est de dire nous allons apporter la mission civilisatrice. La France dit mission civilisatrice de la France. L'Angleterre dit nous allons exporter les 3 C, le christianisme, le commerce et la civilisation. 1. 2. Il y a 2 grands fleuves en Afrique, le Congo et le Niger. Nous y allons pour réglementer la circulation sur ces 2 grands fleuves. Voici ce qu'il y a dans les conclusions de la conférence de Berlin qui a dépassé l'Afrique. Nulle part, on n'a parlé de colonisation. Mais quand ils sont venus, on a tué des gens, on a opposé des frères. Quand un frère est chef de village, on appelle l'autre, on lui chuchote à l'oreille. C'est toi qui es le plus beau, c'est toi qui dois diriger le village. On te donne un fusil, fais tout pour le tuer. Quand il tue son frère, il vient rendre compte. Au moment du retour, on le tue. Donc la tribu reste sans chef. C'est comme ça qu'on a colonisé. Ils étudient les mentalités des tribus qui sont plus aptes à être prêts à la trahison. Des groupes ethniques très proches de la trahison. On travaille pour les avancer. Ceux qui aiment se battre, les plus braves, on les élimine. Vous savez, après la Deuxième Guerre mondiale, quand les Noirs ont aidé à éliminer le nazisme avec d'autres forces, parce qu'avant, on a dit que le Noir n'est pas courageux. C'est le Blanc qui est courageux. Mais qu'est-ce qu'on a fait de ces guerriers africains? On leur a promis là-bas, après la liberté, on va vous aider à avoir l'indépendance. Mais tous ceux qui ont crié à ça, on les a éliminés.
Et l'illustration la plus farfaite, c'était au Sénégal, à Tcharoy. Les soldats ont demandé leurs droits simples, comme les Français. On les a tous tués. Le résultat, c'est quoi? On a dépecé l'Afrique. On a pris le Congo, on l'a donné comme propriété privée à Léopold, le roi Léopold. Qu'est-ce qu'ils ont fait là-bas? On a tué les gens, on les a brûlés, on les a fait travailler. Mais on ne l'a jamais appelé dictateur chez eux. Mais les présidents qui sont venus là-bas, ceux qui ont rendu service à ce pays-là, on les a appelés après dictateurs quand ils n'avaient plus besoin d'eux. Le dictateur Mobutu Sese Seko, Mobutu c'est qui l'a amené. Tant qu'il servait leurs intérêts, il était bien. Quand on n'avait pas besoin de lui, on a commencé à l'appeler dictateur et tous les Africains sont rentrés là-dedans. C'est comme ça qu'on travaille l'esprit des Africains. Ils ont colonisé l'Afrique. Avant de partir, quand il y a eu la Deuxième Guerre mondiale et qu'ils étaient obligés de décoloniser l'Afrique, sous la poussée nationaliste des Africains et l'appui des États-Unis et de l'URSS, qui voulaient que la France et les autres perdent les empires, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait beaucoup de stratagèmes. Je vous parle juste du cas français. Parce que moi, je connais tous les autres cas, comment ils ont fait. Quand on a dit de décoloniser et partir, tout le monde est parti. La France a décolonisé, est partie pour mieux rester. En faisant quoi? C'est le Premier ministre français, Pierre Messmer, qui a piloté la décolonisation, qui était un gouverneur colonial, qui connaît la mentalité des Africains. Parce que beaucoup ne savent pas que quand tous les dirigeants français ont fui, quand la France était occupée, la capitale de la France libre, c'était en Afrique, c'était à Brazzaville, ce n'est pas à Paris. En 1944, la capitale de la France libre, c'est Brazzaville. Ce n'est pas Paris. Tous les dirigeants ont fui, où ils se sont donnés aux Allemands. Maintenant, quand il fallait aller à l'indépendance, ils ont négocié. Comment partir pour rester? Quand ils ont vu que les peuples n'étaient pas d'accord, ils ont commencé à manœuvrer avec les dirigeants. Et je vous dis ce que Pierre Messmer dit dans ses mémoires. Il dit qu'en 1960, ils ont donné l'indépendance à ceux qui la demandaient moins après avoir éliminé politiquement et militairement tous ceux qui demandaient l'indépendance avec intransigeance. Ça, c'est écrit noir sur blanc dans ses mémoires. Ça veut dire quoi? Tous ceux qui voulaient que la France parte, on a organisé des élections, on les a fait perdre. Les pays où ils n'ont pas pu perdre, ils ont organisé la guerre civile. Ils ont brûlé des villages entiers, tué des milliers de personnes comme au Cameroun, en Algérie. Mais là où les gens ont accepté, ils ont donné l'indépendance pour mieux rester. Ils ont signé le pacte colonial, les forces militaires dans votre pays, le CFA. Vous savez, les piliers de la France-Afrique. C'est le CFA. C'est une partie de l'intelligence. Vous allez prendre dans un pays, sur les 80, sur 100 leaders politiques, vous avez 99, quelques, comme il ne peut pas y avoir un demi-leader. Sinon, vous avez peut-être un. Tous les autres, souvent 100%, ils sont d'accord avec eux. Et la hiérarchie militaire, ils essaient d'avoir des hauts gradés qui sont avec eux. Quand ils ne sont pas d'accord avec un régime, le mécontentement est créé, on renverse le régime souvent. Souvent dans l'intérêt des populations, mais les gens ne comprennent pas. On a fait 30 ans, il y avait des chefs d'État qui les arrangeaient. Quand les chefs d'État ont commencé à dire non à la fin des années 80, vous faites Bagny leur a dit, je ne parle pas de sa politique, mais il leur a dit, l'Afrique c'est l'avenir de l'humanité.
Aujourd'hui, on fixe le prix des matières premières chez vous. Dans 30 ans, dans 40 ans, on va les fixer en Afrique. On ne parlera plus des matières premières, mais le prix de l'acier en Afrique. Et c'est pourquoi j'ai dit aux gens l'autre jour, les Africains doivent faire que le prix du cacao soit fixé à Abidjan ou au Ghana. Le prix de l'or au Mali, au Ghana, en Afrique du Sud. Mais c'est chez eux. Est-ce que vous comprenez? Quand vous faites Addissa, à la place de la mission civilisatrice, on a amené la démocratie. En 2 ans, tous les régimes ont été renversés. Parce que ces gens qui ont compris, il faut les enlever et amener d'autres. En s'appuyant sur des revendications légitimes de la population. Qu'est-ce qu'on a fait? La Banque mondiale et le FMI, ces organisations, ils ont cassé par 3 les prix des matières premières. Un gouvernement, par exemple, qui a 1000 francs, se retrouve avec 30 francs. La population est la même. Donc les bourses baissent, les salaires baissent, et les radios dont je vous ai parlé passent le temps à dire aux citoyens, tant que ce président-là ne parle pas, on ne peut pas augmenter vos bourses ni vos salaires. Et on a fait passer la démocratie pour la solution à tous les problèmes. Et dans tous les pays, les gens se sont soulevés. Tous les pays. Là où ça ne va pas, on a tué les dirigeants. Ils infiltrent la jeunesse, l'intelligentsia, l'armée, et ils créent des problèmes économiques. Tous les pays se sont retrouvés avec 2-3 moins de ressources. La même population. Les gens se sont engagés, on a renversé les régimes. Constatez seulement, tous les pays sans exception, je le dis haut et fort, où on a changé le président à la suite du sommet de la Baule, le pays n'a connu que la guerre civile et les coups d'État. Il n'y a pas un seul où on a changé le président après la Baule et qui sont dans la paix. Aucun. Vous pouvez les compter. Les seuls pays où tout n'a pas été détruit, c'est là où, pour une raison ou une autre, ils ont trouvé peut-être des compromis. En tout cas, le président n'est pas parti. On a dit aux gens que la démocratie, c'est la panacée à tout. 90, 2000, on a fait 30 ans. On constate quoi? Destruction des États, destruction de l'école, destruction de l'armée, problèmes ethniques, rébellion, guerre civile, terrorisme. Au bout de 30 ans. Au bout de 30 ans, ils disent, ce n'est pas la démocratie. Les mêmes radios commencent à dire, vous les entendez maintenant dire, 40 ans de la famille Bongo au Congo. Mais Bongo, qui l'avait comme ami? Quand ils n'avaient plus besoin de nuit, ils n'ont même pas accepté qu'il aille se soigner chez eux. Un pays à côté de nous ici, ils l'ont utilisé, ils n'ont pas besoin du chef, ils ne peuvent même pas aller se soigner chez eux. Quand ils n'ont pas besoin de vous, vous avez fini leur travail. La guerre du Biafra, quand ils voulaient diviser le Nigeria, c'est des Africains qui ont servi de pont aérien pour diviser le Nigeria. Où sont partis ces chefs d'État? Quand ils ont besoin de vous, ils vous utilisent. Quand ils n'ont pas besoin de vous, on organise dans la société même les conditions de votre départ. C'est comme ça. C'est pourquoi j'ai dit aux dirigeants africains, ne vous mettez jamais au service des puissances étrangères. Cherchez votre popularité auprès de votre peuple. Donc, au bout des 30 ans, coup d'État, guerre civile, rébellion, faillite de l'école, faillite de l'armée. Quand on détruit l'armée d'un pays, c'est une technique pour le soumettre. Parce que quand on sait que c'est fini, on soulève une rébellion et le pays est occupé. Sinon, le président fuit. Qu'est-ce qu'on fait en ce moment? Il y a le désordre. Et on dit, on vient pour lutter contre le terrorisme. Comme on est paniqué, on dit, alhamdulillah, ils ont commencé à venir.
Mais quand ils viennent, ils s'installent. François Hollande, pour nous tourner, il donne des belles phrases, c'est les plus beaux jours de ma vie politique, et on chante ça, parce que c'est ce que les Noirs aiment. On invite nos chefs d'État à Paris, on tapote sur les épaules, on dit démocratiquement élu, il y a les chevaux qui vous entourent. Bon, ça suffit. Vous venez faire le compte rendu au gouvernement, sur 30 minutes, le président fait 25 minutes. Ah, William Bogna, vraiment m'a bien accueilli, mais qu'est-ce qu'il y a au fond? Il n'y a rien. Ils viennent, il dit aux Maliens, je viens pour 3 objectifs. Détruire le terrorisme, restauration de l'intégrité territoriale du Mali, appliquer les résolutions des Nations Unies. 2013. Les Maliens sont contents, ils donnent les noms de leurs enfants à Hollande, ils sont très contents, ils donnent les noms à Damien Boiteux. Je vous rappelle d'ailleurs qu'en 1893, le premier soldat qui a quitté Mopti pour la colonisation de Tombouctou, il s'appelait Boiteux. Décembre 1893. 120 ans après, on recommence la même chose. C'est un heureux hasard de circonstances, mais moi je rappelle juste pour que vous compreniez ce qui se passe. 2013, on chante, Serval s'est transformé en Barkhane à l'insu des Maliens. Takuba est venu à l'insu des Maliens. Quand on a interrogé le président français à l'OTAN, Takuba a-t-il une base légale? Il sort, il prend le micro, il dit les Africains, venez tous nous dire vos intentions. Qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous êtes d'accord qu'on reste ou non? Tout le monde tremble, on va, on signe. Il dit bon, ils sont tous d'accord. Mais avant, personne n'était d'accord. Il l'a amené à l'insu de tout le monde. Personne n'a signé la présidence de Takuba au début. Après, on a continué. On a voulu transformer le nord du Mali en un lieu où toutes les forces spéciales des pays européens, ils venaient s'entraîner au Mali. Ils ne voulaient plus partir. À un moment, le gouvernement de transition dit « Il faut que vous m'expliquiez pourquoi vous venez, qu'est-ce que vous venez faire ?» On a les dossiers. Il y a l'Espagne, il y a la Hongrie, il y a la Hollande, et puis il y a la Suède, disons. Les Suédois viennent, les Français leur disent venez, on les installe chez nous. On dit mais quelqu'un qui veut aller à Paris là, quand votre parent vous invite, il vous faut le visa après l'invitation. Ibeka les avait invités, mais c'est écrit dans les accords qu'il faut un visa, qu'il faut les conditions de déploiement de vos forces, il faut le dire au gouvernement. Ils ont refusé. Nous leur avons dit plier bagages. On a fait des mois. Finalement, le Parlement suédois a vu la position du gouvernement. Il a dit aux Hollandais, il faut rentrer. Donc les Suédois sont rentrés chez eux. Et on a mis fin à cette histoire de Takuba, qui n'apportait rien au Mali. Personne ne l'a étudié. On va prendre de l'argent dans les pays arabes. Après, on va peindre des vieux équipements pour les donner aux chefs militaires ici. Celui qui dit non, il voit le président, on te fait sauter. Parce que le président, ils ont son oreille. Parce qu'il est démocratiquement élu. Et chaque fois qu'ils veulent de quelqu'un, tu es démocratiquement élu. Et tu fais ce qu'ils veulent. Je viens de vous dire, chez nous, ils ont eu l'autorisation de venir au Mali. Mais ici, Assimi Goïta leur a dit, mais où est le visa? Ils n'ont pas le visa. On a dit, allez-y, retournez chez vous. Et on a renvoyé Takuba chez Moulika Bafanka. Je vous ai parlé tout de suite de ce que les gens font. La hiérarchie. On dit la démocratie. L'armée est détruite. On a fait 7 ans. On nous a dit que c'est pour détruire le terrorisme. C'est ce que Hollande avait dit. Au bout de 7 ans, le terrorisme a quitté Kidal, s'est étendu jusqu'au sud du Mali. 80% jusqu'à Kaye.
C'est comme un malade. Vous êtes malade, on vous donne une prescription, on dit que l'accord pour la paix c'est 2 ans. Vous faites 7 ans. Au bout de 7 ans, la maladie gagne tout le corps. Ça gangrène. De 2 choses l'une, je l'ai dit hier, ou vous changez de médecin, ou vous changez d'analyse, ou vous changez d'ordonnance, ou vous changez de médicaments, ou vous changez de la posologie. Le gouvernement de la rectification a décidé de changer tout. On a renvoyé le médecin, son analyse, et nous avons décidé que nous-mêmes nous allons analyser qu'est-ce qu'il faut et prescrire notre médicament. On n'a pas tiré un coup de fusil. On n'est contre personne. On veut simplement que notre peuple vive dans la tranquillité. On n'est pas contre le peuple français. Tous les peuples sont amis. Mais le président a dit, si vous voulez travailler avec le Mali, respectez notre souveraineté. Si vous voulez travailler avec le Mali, laissez le Mali choisir son partenaire stratégique. Si vous voulez travailler à Mali, respectez ses intérêts. Voici les conditions que le président a posées et sur lesquelles on travaille. On nous dit non. On a dit au médecin de partir avec son ordonnance, ses médicaments, tout. On n'a pas besoin. Nous-mêmes, on a nos médecins. Notre médecin, c'est notre président de la transition. Ces travailleurs, ce sont ces ministres qui auscultent les maladies. Le ministre de la Défense injecte pour réveiller le malade. Et le malade Mali qui était couché, on l'a soigné, on l'a réveillé et il est debout aujourd'hui. Nous voulons le faire marcher dans la tête du peloton des nations. J'ai expliqué hier un exemple très illustratif. À Ougosago, on va tuer 140 personnes. À Sobanda, on crée les conflits entre les Pelés et les Dogons qui étaient là depuis 100 ans. Le président va... Il pleure, il revient. Vous avez tous vu à la télé l'argent qui est sorti des caisses de l'État pour acheter des hélicoptères est perdu. On va en Déliman à Menaka. On finance la construction d'une base militaire par l'aménagement. La base est construite par Barkhane. Et vous imaginez, dans le désert, ils ont oublié de faire un forage. S'il vous plaît. C'est ça, comment nous adopter et nous prendre. Un officier qui ose parler de ça, ils vont voir le président, on le fait sauter. Donc tout le monde se tient à carreau. Donc nos militaires sont obligés de sortir pour aller chercher de l'eau dans les hameaux. Les terroristes les scrutent, un jour ils viennent les surprendre, ils les tuent tous. Ils prennent la voiture, ils mettent des bonbons d'explosifs, ils vont rentrer dans le camp. Ils font sauter, on tue la moitié des militaires. Ceux qui ne sont pas morts se battent. Pendant 7 heures de temps, ils demandent un appui à l'armée. Plusieurs centaines de kilomètres dans le désert. Les avions appartiennent à l'aménagement. Aux forces internationales, ils nous disent qu'ils ne sont pas venus pour se battre. Ils sont venus pour s'interposer. Mais il n'y a pas de paix. Vous interposez où? On a fini de tuer tous les Maliens. Après, on les a mis dans les fosses communes. Et on nous montre quelques drapeaux de soldats morts. Les Maliens pleurent jusqu'au prochain drame. Voici le sort qu'ils ont réservé au Mali. Quand le gouvernement de transition est venu, on a dit, le président et le ministre de la Défense ont décidé avec la hiérarchie militaire et le gouvernement que aussi longtemps que notre pays n'a pas la suprématie dans les airs, dans le désert, on ne peut pas gagner la bataille. Et on a investi. En un an, le gouvernement de transition a acheté plus d'armes que les 30 dernières années réunies. Au prix du sacrifice des Maliens. Nous avons acheté nos hélicoptères, nos avions de chasse,
nos véhicules militaires, on a acheté des drones. Aujourd'hui, tu attaques une base, on va chez toi en Bikunchi. Vous avez vu ce qui s'est passé? Vous alignez 400 véhicules, un hélicoptère environ, on les détruit tous. Il fallait le faire. Mais on nous avait destiné à rester toujours comme ça. Pour que les présidents passent, on prend un autre démocratiquement élu, auprès de 20-30 ans, toute la génération la parte. Ceux qui viennent, ils font du bruit, ils aiment l'argent, voyager dans les hôtels, ils n'ont aucun idéal. Vous allez constater. En ce moment, ils vont se confier à eux. Venez nous aider. Ils viennent, ils reprennent l'Afrique sous une autre formule. Vous savez, quelqu'un m'a dit l'autre jour qu'on leur aurait dit, ne vous tuez pas. Ce qu'il y a à Menaka seulement, c'est plus que ce qu'il y a dans tout le Koweït au-dessous de la terre. Donc les Français ne quitteront jamais. Ce n'est donc pas la peine de vous tuer. Débrouillez-vous, je fais mon mandat, un autre vient, il va, parce qu'ils sont convaincus qu'il ne peut pas se trouver des hommes en Afrique qui vont dire qu'ils ne sont pas d'accord. Ce sont ces hommes-là que les Maliens ont trouvés. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous avons dit à la MINUSMA de partir, parce que sa présence ici n'empêche pas des Maliens de mourir en grand nombre. On leur a dit, Aïkata, sans de lait. On a fait Praou là-bas, là. Il y a eu des morts ici. Après, on a négocié 6 mois. Maintenant, il y a des gens qui ont dit qu'on va regretter qu'on ne pourra pas le faire. C'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Donc, pour que vous compreniez bien ce qui se passe, on a fermé les radios parce qu'on inventait des morts pour dire que c'est le Mali qui les faisait. Donc, on prend les dirigeants politiques, sur 100, on prend 98 et quelques, il reste les mourmourous là, peut-être qu'il ne peut même pas être quelqu'un. Lui, de toute façon, le président sortira des 98 et quelques là. Donc, il va faire leur jeu. Les officiers, ils trouvent quelques-uns qui sont en contact avec cette classe-là. Ils font leur jeu. Ils ont le CFA. Le pays ne peut aller nulle part. Et les gens grandissent dans ça. Les enfants, les vieux. Vous regardez les radios internationales. Avant, c'était à Bamako. Maintenant, ils sont tous dans les villages. Avec l'accord du gouvernement. Est-ce que notre radio est chez eux? Chez eux, ils n'acceptent pas. C'est leur radio qu'ils amènent chez nous. Parce qu'on veut modifier nos cerveaux pour que la jeunesse chez nous, les générations deviennent des gens asservis, qui ne peuvent pas dire non. Et on utilise toujours des arguments justes. Je vais vous donner une illustration. Il trouve un président démocratiquement élu qui dit à son peuple, si je viens pour vous. Il clignote à droite, mais dès qu'il est au pouvoir, il va à gauche. Ou inversement. Il clignote à gauche, dès qu'il est installé sur le trône, il vire à droite. Or, le peuple continue de regarder là où il clignotait. Ils veulent des présidents comme ça. Maintenant, quand vous ne faites pas ce qu'ils veulent, ils vont trouver dans la société vos fautes, vos erreurs. Leurs radios vont travailler là-dessus. Et un jour, on vous balance. Je vous donne un exemple concret que je connais. Je connais beaucoup, mais je vous donne un. Le Niger. Vous savez, quand le président Tanja leur a dit le prix de l'uranium, là, il faut le modifier. On le vend à 137 000 francs. Le Niger n'a que 30 et quelques mille francs. Il nous faut gagner dans les 100 000 francs, là. On a fait traîner les négociations jusqu'à ce qu'il a commencé son tazarché. 3e mandat. Comme on a mis dans la tête des Africains que 3e mandat, c'est un crime. Mais dans leur pays, quand ils étaient à nos niveaux de développement, il n'y avait pas de limitation de mandat. La France, le président faisait 14 ans, jusqu'à ce qu'il meure, une personne ne l'enlève, ou bien si on le bat. Mais quand ils ont atteint un niveau de développement, ils se sont dit, on ne peut plus accepter que quelqu'un vienne chez nous pour durer au pouvoir. Donc à force de le dire, tous les Africains sont rentrés là-dedans. Il faut l'alternance.
tu fais 10 ans, on te corrompt, tu fais ce qu'ils veulent, tu quittes, ils mettent un autre à sa place. Ça, ce n'est pas de l'alternance. Un président qui met celui qu'il veut avant de partir. Mais ça, c'est de la rotation, ce n'est pas de l'alternance. L'alternance, c'est quand tu te bats, tu viens. Mais en France, les présidents qui sont élus, souvent ils sont élus contre le président en place. Ça, c'est l'alternance. Mais en Afrique, on te dit, tu fais ton temps. Avant de partir, tu mets celui que tu veux. Il va à la même école. Entre-temps, vous avez des immeubles, vous avez de l'argent dans les comptes chez eux, tu prends ta famille, bétail. L'autre fait ses 10 ans, il part. Mais le niveau de développement économique des pays ne change pas. Ça, c'est la rotation. Ce n'est pas de l'alternance. Donc, comme les Nigériens voulaient plus de deuxième mandat, on a utilisé ça, tout le monde parle de ça. On est venu, on a renvoyé Tanja. Le prix de l'uranium n'a pas bougé. Donc ce qu'il refusait là, on l'a renvoyé et tout le monde a applaudi pour ça. Mais est-ce que le pays est plus développé? Est-ce que vous savez que le Niger, pays qu'on dit pauvre là, c'était le seul pays francophone le moins endetté en Afrique, après la Guinée équatoriale, qui avait du pétrole, sous Tanja. Mais quand on l'a renvoyé, aujourd'hui c'est l'un des pays les plus endettés. Un pays non endetté qui voulait vendre son inarium 2-3 flux. On a renvoyé le président, on a amené des gens. On distribue l'argent, on voyage, on donne RFI. On amène un président qui vient dire à ses soldats, il faut faire attention. Hein. Les terroristes là sont plus forts que vous. Si vous mourrez pour rien. Donc vraiment, il faut arrêter de vous sacrifier pour rien. En même temps, on libère tous les terroristes qui vont tomber sur l'armée. Ils font des milliers de victimes. Et leurs radios disent, ah oui, leur armée ne vaut rien. Depuis quelque temps, on ne fait que les tuer. Voici comment les gens font. Il faut bien que vous les jeunes, vous compreniez. Il faut avoir une grande capacité de discernement. Quand il y a un dirigeant en place là, c'est comme vous dites dans les radios là, c'est pas ce qui est important. Mais qu'est-ce que vous voyez dans votre pays? Or chez nous, les gens, ce qu'on pense, la communauté internationale. Un exemple, je vous dis, le Niger, il y avait eu un coup d'État là-bas. Mais il y avait des pays qui ne voulaient pas dire coup d'État. Parce que quand ils disent coup d'État, tu chasses tes bases. Maintenant, ils sont mécontents, ils disent, bon, c'est un coup d'État. Donc nous, on va partir maintenant. Mais le coup d'État, il est depuis le 26 juillet. Est-ce que c'est hier qu'on donne ce qualificatif-là? Parce qu'on était en train de voir si c'est des gens dociles. S'ils étaient dociles, là, on n'allait rien dire. Donc, vous les jeunes, je veux que vous compreniez quelque chose. Il ne faut jamais vous laisser manipuler par des forces étrangères. Et aujourd'hui, j'ai quelques... Comme je dis, certains clignotent à droite, ils vont à gauche. On a vu un leader malien ici qui est allé au Niger pour donner des leçons au président du Sénégal de ne pas faire un troisième mandat, pour qu'on ne la lève pas. Bon, celui du Niger, lui, il est tombé. Mais le monsieur qui dit ça lui-même, moi je sais, il était dans un poste de 2 mandats. Quand il a fini, il a voulu rester. Il a fallu qu'on vienne le renvoyer. Après lui, il va donner des leçons aux gens. C'est comme ça qu'on manipule les Africains. Il faut avoir du discernement dans ce qu'on dit et dans ce qu'on fait. Notre pays aujourd'hui a besoin d'un certain nombre de choses. Nous sommes en guerre. Il faut que notre population ait un esprit d'un peuple en guerre. Aucun peuple dans l'histoire n'a recouvré sa dignité et sa souveraineté s'il n'a pas d'eau, s'il n'a pas fait des sacrifices. Aucun. Tous les grands peuples que vous voyez là, qui ont des armées, la première des choses, quand un président vient, il s'occupe de l'armée. L'armée, c'est la colonne vertébrale d'une nation. C'est comme les hommes. On peut vous couper les membres, l'oreille, les pieds. Mais si on vous casse la colonne vertébrale, vous n'existez plus. Tout président qui néglige l'armée, c'est qu'il travaille pour autrui. On va lui donner beaucoup d'argent pour vous mettre des bonbons dans la bouche, mais en réalité, dans 10-20 ans, on va vous prendre. Et respectez et soutenez l'armée.
quels que soient les sacrifices que vous avez, il y a des gens qui meurent là-bas. Ils sont dans le soleil, ils sont dans le vent, ils sont dans le sable. Ils ne savent même pas ce qui se passe. Ils peuvent mourir. Mais un jour, le Mali sera un. Et c'est leur travail. Tout ce dont ils ont besoin, c'est votre soutien, vos bénédictions, sans faille, sans condition. Pas des gens qui disent oui, il faut la paix, le gouvernement doit aller vers la paix. Mais le gouvernement n'a jamais refusé la paix. Mais tu viens, tu me frappes. Tu manges mon argent et le lendemain on dit je fais la paix avec toi quand tu vas me frapper. Mais je ne vais pas accepter. Le représentant de Barkhane l'a dit ici en 2017 à une conférence de presse à la Maison de la Presse. Il dit que les groupes armés, certains sont avec les terroristes la nuit, le jour ils sont avec le Mali. Ils sont dans les hôtels, ils construisent des maisons, l'État engraisse ses adversaires. Il faut que la population blanche du Mali soit protégée à deux niveaux. Première chose, éviter l'amalgame. Toute personne, tout Malien qui pousse à l'amalgame, c'est un ennemi du Mali. Il faut l'arrêter et le mettre à côté. Parce que c'est une guerre ethnique. Ceux qui veulent la créer, quand on crée la guerre ethnique ou religieuse, l'homme ne réfléchit plus. Donc tous ceux qui sèment l'amalgame là, c'est les ennemis du Mali. La deuxième chose, il faut être vigilant. Les Maliens doivent montrer qu'ils ont un coefficient intellectuel largement au-dessus de la moyenne. Celui qui va avec les terroristes la nuit, qui vient le jour chez nous en Bikunchi. On ne va pas t'engraisser pour venir tuer des Maliens. Il faut finir avec ça. Avant, on mettait de l'argent dans des caisses ou bien des cartons de Diago. Les gens vont se distribuer. Après, ils viennent tuer les Maliens. Mais ça suffit. On ne va plus le faire. Deuxièmement, les citoyens maliens de peau blanche qui sont favorables à la République, il faut que l'État les soutienne, les aide. Or, beaucoup ont l'impression que plus tu es proche de l'État malien, plus on te néglige. L'État est toujours en train de courir ceux qui le trompent. Il faut arrêter cela. Ceux qui sont fidèles à l'État, il faut les entretenir, il faut les chouchouter. Parce que les autres veulent développer. Je vous ai dit qu'en 2012, quand on a tué les Maliens, on les a tous tués d'une balle dans la tête. Mais les Touaregs et les Arabes, on les a égorgés, on les a éventrés pour les punir pourquoi ils sont fidèles à l'État malien. Sinon, quelqu'un qui est mort déjà, comme je l'ai dit tantôt, Cabri mort là, qui le met au frigo au soleil, qu'est-ce que ça change? Mais on a déchiré les ventres pour sortir les intestins, pour terroriser les Maliens et les autres Touaregs et Tamashés. Leur dire ne restez jamais fidèles à l'État malien. Bon, ces gens-là, est-ce que vous imaginez leurs mères, leurs femmes, s'ils apprennent qu'à cause de l'amalgame, on s'est en pris à leur famille? Celui qui fait l'amalgame, c'est l'ennemi du Mali. Les gens qui sont avec l'État malien, il faut les soutenir. Ensuite, notre armée, elle doit être soutenue sans condition. Sans condition et massivement, c'est tout ce qu'elle veut aujourd'hui. Parce que le Mali a fait le sacrifice, il lui a donné les armes pour se battre. Notre pays aujourd'hui n'a besoin de personne, sauf de Dieu, du peuple et de ses partenaires stratégiques, pour aller là où il veut. Et ceux qui ont dit que le Mali ne va pas prendre les bases laissées par la MINUSMA, on leur donne l'engagement, le Mali va les prendre. Celui qui dit que le Mali ne va pas les prendre, c'est lui qui va perdre le jeu. Ils vont gagner des guerres. La guerre, ils ne la gagneront jamais. Ils peuvent gagner des batailles. Souvent, nos soldats peuvent perdre. Mais globalement, le Mali va gagner la guerre contre le terrorisme. Parce que notre lutte est juste. Notre peuple a compris. Notre peuple est debout. Donc soutenez notre armée sans condition. Et je l'ai dit hier, il faut que vous ayez une claire conscience des intérêts politiques
stratégique, géostratégique et géopolitique de ceux qui disent qu'ils viennent nous aider. Les intérêts de notre pays et le rapport des forces. Si vous enlevez ça dans votre justification des événements, vous allez vous tromper. Ils vont vous amener ici l'indépendance, la démocratie, la lutte contre le terrorisme, on ballotte les générations, et plus on avance, plus on a une société où on ne trouve pas de dirigeants qui peuvent s'arrêter debout et dire non. Mais regardez seulement, de l'indépendance à maintenant, la fermeté des dirigeants, ça baisse d'année en année, parce que dans la classe politique, c'est les gens qui écoutent RFI, France 24, BBC, ils lisent leurs journaux, et ils formatent l'esprit. Ah, entre ces feux-là, on connaît vraiment, nous, on n'a pas besoin de leur peuple-là. Notre peuple-là peut tout faire. Et qu'est-ce qu'ils ont fait plus que nous? Ils ont travaillé seulement. Pourquoi nous, on doit attendre l'aide de quelqu'un? Personne ne va aider quelqu'un à se développer pour venir contre lui un jour. Les Chinois ont fait la guerre de l'opium. On a voulu les droguer pour qu'ils soient une société de drogués pendant des années. Les Russes, on les a occupés pour qu'ils soient des esclaves. Vous savez, le mot slave en anglais, c'est esclave. Les Américains, c'était une colonie. C'était colonisé. Ils ont fait la guerre civile. Ils se sont tués entre eux. Et quand ils sont venus à la tête, des jeunes de 30 ans et des vieux de 80 ans se sont retrouvés. Ils ont fixé les nouvelles règles du jeu, qui sont différentes de ce qu'on vient leur dire. Tous ces pays qui se sont développés ne l'ont pas fait en comptant sur autrui. Or, nous, on nous met dans la tête que sans les autres, on ne peut rien faire. J'ai fait tout ce long développement, mesdames et messieurs les jeunes, parce que vous êtes l'espoir du Mali. Vous devez comprendre. Ce que notre génération a perdu, il ne faut pas que vous la perdiez. Vous avez l'obligation de chercher à comprendre les événements, de ne pas lire et vous limiter au bourrage de cerveau que les radios et les télévisions font. Aujourd'hui, les Maliens n'écoutent plus Radio Mali. Si ce n'est pas dans les cas, France 24, il y a faux, RFI, il y a faux, BBC, il y a faux, Nerea, Mekounou, France 24, il y a faux. Mais il faut arrêter ça. Chez eux là-bas, personne ne connaît Radio Mali. Il y en a qui ne savent même pas où est le Mali. Ils ne savent même pas. Si vous regardez leur chaîne, quand vous partez là-bas, on ne parle jamais du Mali. Même quand un président africain va à l'Élysée, là, sur France 24 qu'on le voit, là-bas, on ne parle même pas de lui. Il faut qu'on ait une claire conscience des intérêts de notre pays, des rapports de force politiques, j'ai dit, historiques, géostratégiques et géopolitiques. Si vous n'intégrez pas ces éléments dans votre analyse, ils vont nous tirer par le nez tout le temps. Le Mali a décidé de dire non. Et le Niger a dit la même chose. Vous savez qu'au Niger, ils leur ont dit qu'ils sont 1500 soldats chez eux. Mais les Nigériens se sont rendus compte qu'il y a 3000. Que font les 1500? Ils sont là pour aider les terroristes. C'est pourquoi quand on a renvoyé ces forces, je ne sais pas, Barkhane, Takuba, puis par là, ils sont tous partis. Maintenant, là, on va faire face. Et vous allez voir, quand on va chasser ceux qui nous espionnent là, ceux qui cherchent à aider l'étranger, nous allons nous assumer. Nous ne sommes l'ennemi de personne. Ne soyez pas belliqueux, ne soyez pas arrogants, mais soyez fermes. Il faut que le Mali ait une poigne d'acier dans du velours. Personne ne peut plus nous soumettre encore. Voilà ce que je voulais vous dire. Et la jeunesse, vous devez porter ça. Merci bien.